Nigériens, Nigériennes, Nigérois, Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, sentez-vous saluer en toutes vos latitudes et longitudes, en vos grades et qualités. Sentez-vous saluer. Nous vivons aujourd'hui, 16 mars 2024, une très grande journée pour le peuple africain mondial. C'est une grande journée parce que la plus grande puissance du bloc occidental vient de s'entendre dire la vérité en face par un peuple d'Afrique noire. C'est une grande journée parce que nous vivons ce pourquoi les plus grands Africains qui nous ont précédés sur la terre se sont battus. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya, ata malobate, Congo na bana Afrika, baleli. Afrika mobimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na kotekamae, na banguna. Tolati mokuya, ata malobate, Congo na bana Afrika, baleli. C'est pourquoi Muammar el-Kadhafi a été assassiné par l'Alliance occidentale de l'OTAN. C'est pourquoi Sankara a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Lumumba a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Boganda Barthélemy a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Dag Hammarskjöld a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Samora Machel a été assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Ruben Umnyobe a été assassiné par la même alliance. Osende Afana assassiné par la même alliance. Steve Biko assassiné par la même alliance. C'est pourquoi Félix Moumié, en plein Genève, a été empoisonné au thallium par un agent des services secrets français nommé William Bechtel. C'est pourquoi on a tué Mehdi Ben Barka. C'est pourquoi on a tué Lutouli. C'est pourquoi on a tué Dulcie September. C'est ce pourquoi le peuple nigérien, par ses dignes dirigeants, a parlé aujourd'hui. Car c'est la même engeance. C'est la même alliance qui, depuis 600 ans, en réalité, organise l'élimination des Africains qui parlent pour la vérité, pour la justice et la solidarité des peuples africains, et fait tout pour semer la pagaille, la guerre et l'insécurité sur le continent africain afin de continuer à piller l'or, le diamant, le manganèse, le cobalt, l'uranium, le gaz, le pétrole, le bois, le café, le cacao, la banane, le coton, le lithium, le coltan. C'est la même alliance qui, par anticipation, a perpétré la traite négrière des 16e au 19e siècle, la même alliance de puissance qui s'est partagée l'Afrique sans les Africains en 1884-85 en Allemagne, c'est la même alliance qui s'est réorganisée en 1949 sous le nom de l'OTAN, c'est la même alliance qui a attaqué l'Afrique en 2010-2011 en détruisant la Libye de Muammar el-Kadhafi et en assassinant Kadhafi après 6 mois de bombardement, menée en association avec l'État islamique et Al-Qaïda, 2 organisations terroristes que la même alliance avait créées au Moyen-Orient avec ses alliés locaux.
C'est la même alliance qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Niger, envahir le Burkina Faso, envahir le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. La même alliance qui arme les terroristes qui attaquent le Mozambique pour continuer à piller l'Afrique, tout en se moquant des Africains qui frappent aux portes de l'Europe et en les laissant crever dans la mer Méditerranée ou sur les murs de la frontière mexicano-américaine. Africaines, Africains, levons-nous sur toute cette planète comme un seul homme pour nous unir à la parole sacrée qui a été dite aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement du Niger. Au nom des plus hautes autorités du Niger, à commencer par le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Monsieur le Général Abdourahmane Tiani, jusqu'au Premier ministre du gouvernement du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen et tous les compagnons de la révolution nigérienne, le colonel-major Abdourahmane Amadou Djibo a parlé pour toute l'Afrique, l'Afrique éternelle, l'Afrique des morts, l'Afrique des vivants, l'Afrique de ceux qui naîtront demain, l'Afrique des immortels et l'Afrique des éternels, l'Afrique de l'éternel. Nous n'avons pas le droit d'être sur la terre un jour aussi béni que ce 16 mars 2024 et ne pas recueillir la pure rosée descendue du ciel à travers le message de vérité, de justice et de solidarité qui a été déployé au Niger. Je vous en supplie, Africaines, Africains, ce qui a été dit au Niger aujourd'hui et ce qui se fait dans les 3 étoiles polaires de l'Afrique des libertés que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous concerne toutes et tous. Cela concerne nos ancêtres les plus lointains, cela concerne nos descendants les plus lointains, à commencer par les enfants que nous avons dans le monde. Il s'agit de rendre à l'humanité africaine sa dignité totale. Un tel événement doit être considéré avec la plus grande sacralité, la plus grande préciosité, la plus grande attention, la plus grande solennité par tout Africain éveillé. Je me désole de voir comment les Africains suivent banalement encore les événements africains. Même quand on les informe d'un tournant majeur, très peu d'Africains perçoivent ce qui est en train de se passer. Ils ne se rendent pas compte que les plaques tectoniques de l'histoire sont en train de bouger et que l'avenir appartient à ceux qui auront su anticiper la dialectique du temps, la dialectique de l'homme, la dialectique de la terre. Il faut que les Africaines et les Africains développent le sens de la vision du long terme. Il faut que les Africaines et les Africains se détachent de la vie accrochée à l'immédiat, la vie accrochée au pur ici et maintenant. Il faut que les Africains reconquièrent ce qui faisait la grandeur de nos plus nobles et plus brillants ancêtres, la vision de long terme. Et donc, chaque événement doit être situé sur une échelle qui ne s'enferme pas dans le temps individuel de l'ici et du maintenant, mais qui s'étale sur toute la longueur de l'histoire. Cultivons le regard historique. Sachons valoriser ce qui a une importance historique, c'est-à-dire ce qui reprend là où nos ancêtres les plus glorieux ont laissé un juste combat, ce qui permet de le poursuivre maintenant et de le transmettre à nos enfants et à leurs descendants. Soyons les gardiens de notre grande histoire, les gardiens des mutations essentielles pour transmettre un monde meilleur à nos enfants que celui qui nous a été transmis par nos parents. Voilà pourquoi l'événement que nous vivons aujourd'hui est un événement qui, littéralement, m'a mis en devoir, en obligation, de me présenter devant ces 3 caméras. Ici, sur TikTok, où vous êtes déjà près de 1000 personnes. Ici, sur Facebook, où vous êtes plus de 1000 personnes rassemblées. Ici, sur YouTube, où vous êtes près de 3500. Il aura fallu que je me présentasse
pour vous donner ma compréhension du grand acte de parole posé à Niamey. Posé à Niamey aujourd'hui même. Maintenant, nous allons rentrer dans les matières de cette analyse. Je ne saurais vous proposer ma compréhension du communiqué du gouvernement du Niger sans m'assurer que vous l'avez au moins entendu une fois. Certains d'entre vous pourraient ne pas l'avoir entendu. Je me permets donc de redonner la parole au porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, porte-parole du gouvernement du Niger. Je voudrais qu'on lui donne la parole, parce que avant tout, il a vraiment parlé. Et dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup à comprendre. Il y a beaucoup à analyser ce soir. Je lui donne la parole. Communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission, Madame Molifi, du docteur Céleste Wallander, sous-secrétaire à la défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'Africom, et de Madame Kathleen Fisborn, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, appuyez sur le pouce sous la vidéo avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien
et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine vous vous rendez compte unilatéralement imposé au Niger vous vous rendez compte un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Astaghfirullah. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. C'est pas possible. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis
et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Monsieur le ministre, mon colonel, comme on dirait en anglais américain, you made my day. Vous avez fait ma journée. Une journée qui avait commencé dans un air de persécution et qui s'achève dans une grande victoire de notre continent. Vous venez d'écouter le communiqué du porte-parole du gouvernement du Niger, porte-parole du Conseil national de la sauvegarde de la patrie nigérienne. Vous venez de vivre un très grand moment d'histoire. Je vous l'ai dit. Maintenant, peut-être que votre oreille a commencé à se dilater suffisamment pour recevoir ce qu'il y a de profond dans ce qui a été dit. Je voudrais d'abord vous prendre à témoin ici que quand j'ai vu les premières images de l'audience accordée par le Premier ministre du Niger, son Excellence M. Ali Mahaman Lamine Zeyn, à la délégation américaine, je voudrais que vous témoigniez tous que je suis venu sur les 3 plateformes sur lesquelles vous me connaissez, dire que cette audience était très mal passée et que les visiteurs américains s'étaient sans doute vus signifier l'obligation de quitter le territoire nigérien. OQTN. Obligation de quitter le territoire nigérien avec leurs forces armées. Sur quoi est-ce que je me fondais, alors même que je ne possédais aucune information sur le contenu des entretiens entre les 2 délégations? Je me suis fondé sur ce qu'on appelle l'analyse du comportement non verbal. J'ai regardé le faciès des 2 délégations. Et j'ai observé que le visage de la délégation américaine était particulièrement fermé et tendu. Et que les autorités nigériennes en face ne rigolaient pas non plus. Quand vous avez 2 délégations qui sont assises et qui sont filmées pendant plus d'1 minute, sans qu'il y ait en face à face un seul visage qui s'éclaire de la lumière du sourire, vous devez savoir qu'il s'agit d'une rencontre difficile. C'est ce que j'appelle l'analyse du comportement non verbal. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin qu'il parle. Vous pouviez me donner... D'abord, la vidéo qui a montré la rencontre était une vidéo muette. On n'entendait pas les voix du Premier ministre, des membres du gouvernement et du CNSP d'un côté, ni de la délégation conduite par Mme Moli Fi. On n'entendait pas leurs voix, on les voyait seulement. Et c'est très profond ce que la radio-télévision du Niger a fait. Simplement nous montrer comment leur corps trahissait leurs intentions. Le corps des Américains indiquait une nervosité, une colère. Il indiquait une volonté d'en découdre. Alors que le corps des Nigériens indiquait un calme, une sérénité et une détermination imputrescibles. Sur la base simplement de l'analyse de la vidéo, sans son, la vidéo sans parole, d'1 minute, que la très grande radio-télévision nigérienne, la Télé Sahel a publiée, je suis allé sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et sur ma page Twitter et j'ai publié le message suivant. La délégation américaine se fait opposer une fin de non-recevoir. L'armée américaine probablement et certainement priée de quitter le sol nigérien sans délai. Je voudrais que vous commenciez par témoigner. Est-ce que j'ai dit ça ici il y a 2 jours? Le premier jour, dès que la vidéo est sortie, je les ai vus, je suis sorti, j'ai dit, c'est terminé. Ils vont être appelés à dégager leurs militaires. Pourquoi? Parce que leur comportement non verbal ne montrait pas un comportement d'hôte bienveillant, d'hôte reconnaissant, d'hôte humble. Leur comportement non verbal était typique de patrons qui viennent littéralement contrôler leurs ouvriers. Ils se comportaient comme des maîtres qui viennent voir si les esclaves ont bien travaillé. Et il faut quand même dire que dans l'histoire américaine, l'habitude des hommes blancs américains d'être des maîtres, elle date de plus de 5 siècles maintenant. Dès le 16e, 17e, on a bâti la fortune de ce pays en faisant dominer les Indiens d'Amérique, comme on les a appelés abusivement, les Africains et les Latino-Américains, par une élite aristocratique et criminelle, coloniale, venue d'Europe. Donc j'ai retrouvé dans le visage de Mme Molifi et de toute sa délégation tous les rictus du vieux maître. J'ai retrouvé tous les rictus du vieux maître colonial.
du vieux maître négrier. Ça respirait une ambiance de plantation d'esclaves. Mais sauf que là, en face, il y avait des esclaves révoltés. Des esclaves déterminés à ne plus jamais accepter l'économie de plantation, l'économie d'extraction, l'économie de soumission. Donc, vous qui êtes mes témoins, et vous êtes maintenant rassemblés à pratiquement 8000 en direct de cette émission. Près de 1500 sur TikTok, près de 1500 sur Facebook, et maintenant près de 6000. Vous êtes sur YouTube. Est-ce que vous pouvez témoigner que moi je vous ai dit que la rencontre américano-nigérienne s'était soldée par une fin de non-recevoir des autorités nigériennes? Je l'ai dit. Et cela a été confirmé très rapidement lorsqu'on a appris par la presse que la délégation américaine avait tenté le jeudi 14 mars 2024 d'être reçue à tout prix par le chef de l'État, président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, et que, bien sûr, une fin de non-recevoir avait été opposée à cette délégation insolente. Quand cela est arrivé, je suis revenu et j'ai fait une seconde micro-vidéo et un second micro-message pour dire à Bana Peu, l'affaire est pliée, terminée. Les autorités nigériennes vont sans doute annoncer la rupture des accords militaires avec les États-Unis parce que l'attitude américaine est intolérable dans l'esprit de la dignité, de la souveraineté, de la liberté des Sahéliens qui règnent désormais au sein de l'Alliance des États du Sahel, rassemblant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça aussi, je suis venu le dire ici. Mais je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui veut avoir un mérite dont il n'est pas digne. Je n'ai pas besoin d'étoiles, je n'ai pas besoin de récompenses que je ne mérite pas. Je ne vous le dis pas pour que vous me félicitiez en disant non, non. Je veux simplement vous le dire parce que dans ma pratique de la communication politique, je fais tout pour associer mes téléspectatrices et mes téléspectateurs à la construction de la vérité. Je ne sais pas faire la vérité tout seul. Sapientiae collatiwa cognitio. La vérité est une collecte. Le savoir est une collecte, chacun apporte sa part, disait la devise de ma première université, l'université de Yaoundé au Cameroun. J'ai gardé cette devise comme une éthique de la vérité. La vérité se fait toujours à plusieurs. Tant que vous êtes le seul à considérer que quelque chose est vrai, soyez humble. Essayez de partager ce que vous considérez comme vrai et de voir si ça devient quelque chose d'objectif, c'est-à-dire quelque chose que plusieurs sujets considèrent comme vrai. L'intersubjectivité est la condition de la marche vers la vérité. L'intersubjectivité, c'est-à-dire quelque chose qui est regardé par plusieurs qui voient la même chose. Intersubjectivité, c'est-à-dire ce qui est entre plusieurs sujets, plusieurs personnes. Oui, je l'ai dit ici. Maintenant, venons-en au contenu du communiqué. Le communiqué est très riche et nous allons l'éplucher étape par étape. D'abord, le porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, nous fait apprécier la taille de la délégation américaine qui s'est levée aux États-Unis, qui est partie de Washington pour venir à Niamey. Elle est composée de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Madame Molifi. Elle est composée d'un sous-secrétaire à la défense, d'un adjoint du ministre de la Défense des États-Unis. Elle est composée d'un général qui est le commandant des forces américaines, des forces militaires des États-Unis en Afrique, qui sont appelées AFRICOM, un officier noir américain. Et la délégation est composée d'une quatrième personne, une dame, dont le nom ne me revient pas tout de suite. Donc c'était une délégation extrêmement importante. On peut se demander, en regardant la délégation américaine qui a fait le voyage vers Niamey, les 12-13-14 mars 2024, ben, au nom de quoi les États-Unis ont des secrétaires d'État aux affaires africaines? Non, je recommence la question. Il faut que les Africains apprennent à voir ce qu'il y a d'incongru dans l'organisation des systèmes politiques occidentaux.
Mais au nom de quoi il y a une secrétaire d'État aux affaires des Africains, au gouvernement américain? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au nom de quoi il y a une cellule africaine, une cellule chargée des affaires africaines dans le gouvernement américain? Est-ce que les affaires africaines sont des affaires américaines? Pourquoi l'Afrique n'est-elle pas traitée comme les États-Unis traitent tous les pays étrangers? Est-ce qu'il y a une sous-secrétaire d'État américaine aux affaires asiatiques? Est-ce qu'il y a une sous-secrétaire d'État américaine aux affaires européennes? Est-ce qu'il y a une sous-secrétaire d'État américaine aux affaires latino-américaines? Est-ce qu'il y a une sous-secrétaire d'État américaine aux affaires indiennes, aux affaires chinoises, aux affaires japonaises? Non. Ce n'est que pour l'Afrique qu'on décide de créer une cellule spéciale. C'est-à-dire, en réalité, on décide de reproduire le modèle racial négrier, le modèle colonial et néocolonial et impérialiste quand ça concerne l'Afrique. L'Afrique est l'objet d'un traitement d'exception. Un traitement par conséquent qui ne relève pas de la diplomatie usuelle, de la diplomatie normale. L'Afrique est toujours traitée, en effet, comme un bateau d'esclaves. Les Africains sont toujours traités aux États-Unis comme des êtres humains pour lesquels il faut désigner des contremaîtres, chargés de les entretenir dans un parc spécial, les affaires africaines. Oui! Fouillez dans le gouvernement américain. Qui est la sous-secrétaire d'État ou le sous-secrétaire d'État aux affaires européennes? Personne. Elles sont considérées comme des affaires diplomatiques normales. Qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires asiatiques? Personne. Les affaires asiatiques sont considérées comme des affaires diplomatiques normales. Qui est le sous-secrétaire d'État américain aux affaires latino-américaines? Personne. Mais il y a un sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines. Oui, pour les nègres, des dispositions spéciales sont prises parce que depuis 600 ans, soit on les capture, on les kidnappe, on les commercialise, soit on les agresse, soit on les soumet, et dans tous les cas, on les paye. Voilà pourquoi on crée un sous-secrétariat. Comme à l'Élysée, on a une cellule africaine. Depuis le temps de Focard jusqu'à celui de M. Macron, et il y a toujours eu une spécialisation dans la diplomatie française pour les affaires africaines. Un vieux réflexe négrier, colonial, néocolonial et impérialiste. Mais demandons-nous, il y a un autre personnage qui m'intrigue dans la délégation. C'est le commandant de ce qu'on appelle Africom. Africom. C'est-à-dire le commandant des forces militaires américaines en Afrique. Hein? Astaghfirullah. Mais écoutez, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des soldats américains en Afrique et qu'il y ait un commandant américain, des troupes américaines en Afrique? Mais l'Afrique, c'est 54 pays indépendants ou ce sont 54 pays vassaux des États-Unis? Pour qu'il y ait un général qui à lui tout seul, à la tête de pratiquement 10 000 hommes, est installé en Afrique avec une armée. Où est passée l'indépendance supposée de l'Afrique? Que signifie le concept d'Africom? Que signifie le concept de commandement militaire américain en Afrique? Mes chers amis, vous voyez, parce que j'ai été formé à penser. Penser, c'est mon travail. Et vous comprenez pourquoi on me persécute en France? Mais parce que je pense. Depuis que les Sartres sont morts dans ce pays, les autorités politiques se sont souvent achetées à très vil prix des technocrates, des intellocrates, en réalité des individus expéditifs. Ils ont affaire à des Africains bien formés qui, eux, sont des penseurs. Et chaque fois qu'ils sont confrontés à un Africain qui ne répète pas leur dictée, ils font ce que vous savez. Je demande en Mondovision, devant maintenant pratiquement 10 000 personnes que vous êtes, puisque vous êtes pratiquement 7 000 sur YouTube. Vous êtes maintenant plus de 1500 sur Facebook. Vous êtes maintenant pratiquement 1500 sur, eh bien, TikTok. Je vous pose la question. Au nom de quel principe il doit y avoir un commandement militaire américain en Afrique? L'Afrique est-elle encore une colonie? Qui plus est-elle une colonie américaine? Y a-t-il un commandement militaire africain aux États-Unis?
Y a-t-il un commandement militaire africain en Europe? Y a-t-il un commandement militaire africain en Asie? Pourquoi l'Afrique doit-elle être le marchepied des armées occidentales? Pourquoi? Que fait ce général chez nous à Niamey? Qui l'a envoyé? Qui lui a dit qu'il a le droit de commander à des militaires étrangers sur le sol africain? Alors que la réciproque n'est pas vraie. Où est l'armée africaine des États-Unis? Où est l'armée africaine d'Europe? Où est l'armée africaine d'Asie? Pour que nous, en Afrique, on trouve banal qu'un Américain vienne se présenter dans une capitale africaine comme étant le commandant des troupes américaines sur le continent africain. Est-ce qu'on devait mettre un type aussi incongru dans la délégation? Est-ce que en fait, là, c'est déjà pas une offense contre le Saint-Esprit africain? Et on se débrouille pour prendre, bien sûr, un nègre. On se débrouille pour prendre un nègre de maison. Quelqu'un qui n'a pas la conscience qu'il est un descendant d'esclaves, que ses ancêtres ont été kidnappés en Afrique. Et que lui-même ne devrait participer à rien qui humilie la terre originelle de ses ancêtres. C'est ce genre d'individu, avec la morale et la psychologie de Barack Hussein Obama, grand traître à l'Afrique, qu'on envoie aux Africains pour venir les intimider et les menacer. C'est-à-dire que, je vous le dis personnellement, rien qu'en regardant la délégation américaine et connaissant maintenant pour ma part la psychologie et la spiritualité des dirigeants nigériens, j'ai prédit sans le moindre risque de me tromper que la mission serait un fiasco. C'est la deuxième raison pour laquelle j'étais sûr que ça allait mal finir. Quand j'ai regardé la composition, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, déjà nous, au Sahel, on n'aime pas ça. Nous, on n'a pas un ministre chargé des affaires européennes. Dans nos gouvernements panafricanistes, on n'a pas ça. On n'a pas un ministre chargé des affaires américaines. On n'a pas ça. Non. On n'a pas un ministre comme ça. Donc, ne nous envoyez pas des ministres qui seraient chargés de nos affaires alors qu'ils sont dans votre gouvernement en Afrique. Mais depuis quand vous avez un ministre américain qui est chargé des affaires africaines? Si les affaires sont africaines, c'est aux Africains de s'en occuper. Donc, moi, rien qu'en regardant la composition de la délégation, mes chers amis, j'ai dit que c'est raté. Ils ne connaissent pas. Les dirigeants américains. Alors, Joe Biden, lui, de toutes les façons, il est complètement étourdi parce qu'il n'a plus l'âge de ses fonctions. Il n'a plus la vigilance de ses fonctions. Lui, c'est quelqu'un qui n'est plus apte à exercer des fonctions politiques de premier rang pour les raisons liées à son âge. Et je n'ai rien ici contre l'âge. À la fin de ce mois de mars, si Dieu le veut, j'atteins ma 52e année. Ah oui, la deuxième et dernière grande tranche de ma vie a largement commencé. Mais je ne comprends pas pourquoi un type qui se perd en permanence, quand il finit un discours, il ne sait pas s'il doit partir à gauche ou à droite. Parfois, il demande même à qui je suis en train de parler. J'ai vu une vidéo de Louis Hullet avec un dirigeant étranger, avec qui il parlait et causait. Après, il demande, alors je suis en train de répondre à qui? Celui qui est à ma gauche là. Ça me rappelle Biya. Qui sont ces gens qui sont devant moi? Est-ce qu'il y a des gens importants parmi eux? Il y a des choses, il y a des humiliations qu'il ne faut pas imposer à des pays. Bon, les États-Unis ont un président de forme. Tout le monde voit très bien que le président Biden, laissons les questions politiques, il n'est plus apte psychologiquement, physiquement, il n'est plus apte à diriger une puissance de cette importance. Tout le monde le sait. Mais bien sûr, il y a des gens qui profitent de sa faiblesse, de sa sénescence pour gouverner à sa place. Parce que comment une délégation comme ça peut être montée? D'abord, vous nommez des ministres des Affaires africaines. Pourquoi? Pourquoi les affaires africaines sont-elles américaines? Pourquoi? Pourquoi vous avez une armée en Afrique et puis un général qui va venir dire aux Africains ce qu'ils doivent faire? Est-ce que nous, Africains, avons une armée chez vous? Et vous composez une délégation de bric-à-brac comme ça? D'individus scandaleux? Vous nous les envoyez pour en plus nous donner des ordres. Vous n'avez pas noté la mutation psychique, la mutation spirituelle, intellectuelle, radicale qui est en cours en Afrique? Ça ne vous dit rien ce qui vous est arrivé au Mali, au Burkina et au Niger? Et vous ne voyez pas que c'est ce qui va vous arriver au Sénégal bientôt? Le 24 mars n'est pas loin. Vous ne pensez pas que c'est ça qui va vous arriver en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, au Cameroun? Même au Nigeria, vous pensez que vous allez tenir l'Afrique qui monte là? L'Afrique nouvelle là qui est en train de... Vous allez pouvoir nous tenir? Mais
Mes chers amis, rien que la délégation, mais la délégation est une insulte. Sous-secrétaire d'État. Et puis, ils arrivent, ils ont déjà leur programme, ils ont leur agenda, ils ont déjà prévu avec qui ils doivent parler. Alors qu'eux-mêmes, on ne les considère pas comme des interlocuteurs valables. La deuxième chose que nous dit le porte-parole du gouvernement nigérien est très intéressant. C'est que cette délégation américaine est arrivée de façon unilatérale. Que signifie le mot unilatéral? C'est-à-dire qu'on ne les a pas invités. Et en venant, ils n'ont même pas dit pourquoi ils viennent. Supposons, je suis là chez moi. On frappe à la porte. J'ouvre. Eh bien, je ne sais pas, il y a un Scandinave, un Danois qui entre chez moi. Bon, comme je suis un Africain et que je suis bien éduqué, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui a faim ou qui a soif. Donc, laissons-le entrer, qu'il nous dise s'il souhaiterait manger un petit bout, parce que bon, il y a à manger à la maison, on peut donner. Et puis le monsieur, il entre, il s'assoit dans mon salon là-bas. Et il commence à me dire que désormais, je dois me lever à 4 h du matin pour nettoyer ma douche. Et à me dire que, bon, il faut que je range mon bureau tel que lui, il veut. À me dire que, bon, il ne faut pas que je salue ma femme la nuit, seulement dans la journée. Imaginez qu'il y a un Danois, hein, à tout hasard, qui vienne, alors que je pense qu'il est dans le besoin, il entre et puis il se met à me donner des ordres. Mais c'est comme ça qu'ils sont venus au Niger. Madame Molifi et toute sa délégation n'ont pas été invités. Il y a une ambassade du Niger aux États-Unis d'Amérique. Ils n'ont même pas daigné expliquer à l'ambassadeur du Niger aux États-Unis les raisons pour lesquelles il quittait Washington pour venir au Niger. Les autorités nigériennes sont seulement là. On leur annonce que, il y a une délégation américaine qui vient. Mais comme chez nous en Afrique, on dit, il y a un proverbe de chez nous qui dit c'est non qui apporte parole. Non, N-O-N. Nous, en Afrique, on n'est pas pressé de dire non. Parce que nos ancêtres nous ont appris que nous sommes les premiers humains. Nous sommes les plus anciens humains. Et nous devons être les plus hospitaliers et les plus bienveillants des humains. C'est une tradition africaine. Il y a même des villes et des quartiers encore au Mali où vous passez dans la rue, il y a une calebasse avec de l'eau fraîche. De telle façon que si vous avez soif, vous pouvez boire. Oui! En Afrique de l'Ouest en particulier, les traditions africaines ont été fortement bien préservées. Au Mali, chez nous en Afrique, il y a des quartiers, il y a des villes, il y a des villages où de l'eau fraîche est disposée dehors pour le passant. Le passant peut s'arrêter et boire. Donc, au nom de cette hospitalité légendaire de l'Afrique, dont le Niger est un gardien, bon, les Nigériens apprennent qu'il y a des Américains perdus dans un avion qui veulent à tout prix venir au Niger. Bon, les Nigériens disent, bon, on a quand même reçu une certaine éducation, ce sont des êtres humains là. Nous, on n'est pas comme eux, visa par-ci, frontière par-là. Bon, qu'ils viennent et qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Peut-être que, on dit souvent parfois, il ne faut pas flinguer le messager. Il faut écouter son message. Donc, le gouvernement nigérien nous informe que ces gens-là ont quitté Washington. Ils n'ont pas averti l'ambassadeur du Niger aux États-Unis de l'objet de leur visite. Ils se sont contentés d'annoncer qu'ils arrivent le 12, 13, 14 mars, qu'ils seront au Niger. Et c'est quand ils ont atterri qu'on a pris connaissance de leurs intentions. Ils n'ont même pas dit l'objet de leur visite. On aurait pu penser qu'ils venaient comme visiter la belle mosquée d'Agadez, qui date du 15e siècle. On aurait pu penser qu'ils venaient se promener sur le fleuve Niger, contempler les ressacs de notre puissant fleuve national au Niger. On aurait pu penser qu'ils étaient venus visiter les vestiges historiques dont le Niger est rempli et qui peuvent nourrir la curiosité d'un touriste de quelque pays que ce soit, car le Niger est une terre de civilisation ancienne. On aurait pu penser qu'ils étaient venus étudier l'ancien empire, son rail, l'empire du Mali, l'empire du Ghana, qu'ils venaient comprendre comment vivent les Armas, les Haoussa, les Peuls du Niger, qu'ils venaient rencontrer mes frères Touaregs du Niger. Non! Ces gens-là n'ont pas précisé l'objet de leur déplacement. Ils arrivent à Niamey, et quand ils arrivent à Niamey, ils font la liste de leurs courses. Nous devons voir rapidement le gouvernement, et nous devons voir le président Tiani. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est l'ancien Niger. C'est le Niger de Mohamed Bazoum, le jeune terre de Niamey qui a fait boum, qui gérait ce genre de caprice impérialiste. Vous venez dans le pays des gens, vous ne dites même pas pourquoi. On ne vous a même pas donné l'accord pour venir, et déjà vous avez fait la liste des gens que vous devez rencontrer.
Le porte-parole du gouvernement nigérien nous informe que, par respect de la tradition africaine, il leur a été accordé, parce qu'ils étaient une délégation gouvernementale américaine, il leur a été accordé d'être reçus par le Premier ministre. Et la quasi-totalité du gouvernement et de l'élite du CNSP, en dehors du chef de l'État, a accordé 2 audiences successives à cette délégation hirsute, saugrenue, cette délégation hétéroclite, cette délégation hétérogène, cette délégation clinquante, cette délégation littéralement crapahutante. On les reçoit 2 fois et ça ne va pas. Ils se mettent à se promener à Niamey, on dirait des chats perdus. Et ils veulent s'aventurer vers le palais présidentiel. On leur dit, vous allez où là? Ah non, on veut aller voir le président Tchiani. On dit, mais le président Tchiani n'est pas une œuvre d'art. Le président Tchiani n'est pas un objet de musée. Le président Tchiani n'est pas un écran géant devant lequel on devrait passer systématiquement quand on vient à Niamey. Il n'est pas un objet de curiosité, le président Tchiani. C'est le chef de l'État de ce pays. On ne se lève pas à Washington. On fait sa liste des gens qu'on doit voir au Niger. On ne les prévient pas, on arrive au Niger et on se fait recevoir. Oui! Moi, j'étais au Niger en tant que fils de l'Afrique. Mais je ne suis pas venu au Niger rencontrer le président Tchiani tant que le président Tchiani, par ses services, ne m'avait donné l'autorisation de le rencontrer. Moi, je ne pouvais pas rencontrer le président Tchiani de mon propre et unique chef. Moi, je suis un fils du Niger. Je suis un Africain de naissance. Moi, quand je viens dans un pays africain, ce sont les autorités qui marquent leur accord pour me recevoir ou pas. Avant même que je vienne, je m'assure que les autorités veulent bien me recevoir, avant de dire que je m'en vais vers elles. Sinon, je viens dans n'importe quel pays africain, je peux rester dans mon hôtel, je peux rester dans mon quartier, je peux aller dans une famille d'amis, je reste là-bas. Jamais vous allez me voir aller vers un palais, un ministère, essayer de forcer quelqu'un à me recevoir. On n'est pas prêt à me recevoir, on n'est pas encore disponible, je ne viens pas. Moi-même africain, je ne force pas. Mais vous, américains, c'est vous qui venez à Niamey et puis vous avez déjà choisi qui doit vous recevoir. Non, non, non. Vous qui? Et ça, c'est le deuxième fait majeur, après la composition complètement paranoïaque de la délégation. On a la prétention de cette délégation à rencontrer qui elle veut au Niger. C'est-à-dire à se comporter comme si elle était une délégation de patrons venus inspecter leurs salariés. Donc, quand ils ont voulu déborder l'hospitalité légendaire du peuple africain du Niger, il leur a été dit non. On ne rencontre pas le président Tchiani comme ça. Le président Tchiani n'est pas votre camarade. La personnalité la plus importante de votre délégation est une sous-secrétaire d'État. Qui plus est, se mêlant des affaires africaines, qui ne sont pas les affaires américaines. Pourquoi vous voulez que le président Tchiani soit pressé de rencontrer une personne comme ça? Qui plus est, les usages diplomatiques n'ont pas été respectés. Vous n'avez pas demandé à quel moment les autorités nigériennes seraient disponibles pour vous rencontrer. Vous n'avez pas daigné respecter leur agenda. Vous vous amenez, vous voulez forcer tout le monde à vous rencontrer. Pour qui vous vous prenez? La terre appartient-elle aux États-Unis d'Amérique? L'humanité est-elle un ramassis d'esclaves de la puissance américaine? La réponse de l'Afrique, la réponse du Niger est non. Voilà. Maintenant, venons-en au troisième point de cette visite. Le porte-parole du gouvernement du Niger, le colonel-major, le ministre de la jeunesse et des sports et de la culture du Niger, Amadou Abdourahmane Djibo, nous donne le contenu des matières qui ont été discutées. Il y a 3 sujets principaux qui ont été discutés. Et là encore, je me réjouis de ne m'être pas trompé de beaucoup. Alors que je me contentais de faire l'analyse des éléments non verbaux. Premier sujet, la transition. La durée de la transition. Deuxième sujet, la coopération militaire. Troisième sujet, l'orientation diplomatique et stratégique des relations internationales du Niger. Commençons par le premier sujet. La transition, sa durée, les conditions de sa fin. La délégation américaine est clairement venue dire à la transition nigérienne
que les États-Unis exigeaient que le président Tiani et ses compagnons fassent vite et organisent rapidement des élections afin de ramener le Niger à la vie constitutionnelle normale. Arrêtons-nous d'abord sur ce premier point. Mais écoutez, la transition nigérienne, en quoi c'est une affaire américaine? Lorsque les États-Unis, les Américains, les colons américains, se sont rebellés contre les Anglais, contre le royaume d'Angleterre, après avoir, avec le royaume d'Angleterre, exterminé massivement les Indiens d'Amérique, est-ce que les Africains sont allés se mêler de leur transition? La transition aux États-Unis, entre le pouvoir indigène amérindien, le pouvoir colonial britannique, est-ce que nous, les Africains, on s'est mêlés de ça? La transition aux États-Unis, entre le pouvoir colonial britannique et le pouvoir colonial occidentalo-américain, qui aujourd'hui est à la tête des États-Unis. Est-ce que nous, Africains, on s'est mêlés de ça? Nos rares frères et sœurs qui étaient là-bas étaient esclaves. Ils étaient chargés de servir le café et le tabac. Ils étaient chargés de planter le sucre et de planter le coton. L'Afrique ne s'est jamais mêlée des transitions politiques américaines. Mais pourquoi l'Amérique se mêle des transitions politiques africaines? Qui a sonné Mme Molifi et sa délégation pour venir dire aux Nigériens quand leur transition doit s'arrêter? De quel droit? Que fait-on du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un droit essentiel de la charte, non seulement de la Société des Nations et de la charte des Nations Unies? Qu'est-ce qu'on en fait? Le principe de souveraineté. De quel droit les puissances occidentales viennent-elles dicter le calendrier politique dans le Sud global? Qui les a sonnés? On doit se poser cette question. Et ils reviennent avec leur fameuse rengaine, la démocratie. Mais il faudrait d'abord qu'ils la pratiquent. Eux, aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont une démocratie? S'il y a démocratie quelque part, c'est one man, one vote. Est-ce qu'il y a one man, one vote aux États-Unis? Non. Puisque vous avez aux États-Unis le système des grands électeurs. De telle façon qu'un président américain peut être élu alors qu'il n'a pas plus de voix que son rival immédiat. C'est-à-dire qu'un président américain peut être élu, mettons, avec 25 millions de voix, alors que son rival immédiat, lui, il a 26 millions de voix. Celui qui a 25 millions de voix est élu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système qu'on appelle le système des grands électeurs. Les sénateurs et les représentants américains sont répartis de manière inégale entre des États qui sont eux-mêmes inégalement peuplés. Il y a des États surpeuplés qui ont très peu de représentants, très peu de sénateurs, et il y a des États sous-peuplés qui ont beaucoup de représentants, beaucoup de sénateurs. De telle façon que, puisque le président des États-Unis est élu par le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat rassemblé, celui qui a en réalité le plus grand nombre de grands électeurs se retrouve président des États-Unis et il peut l'être alors qu'il a en réalité le moins grand nombre, le plus petit nombre d'électeurs que son rival immédiat. Voilà la fameuse démocratie américaine. Cette fameuse démocratie américaine à laquelle nous faisons les deux objections traditionnelles. Ce qu'on appelle l'objection Geronimo. Ils ont massacré des millions d'Indiens. Ils réparent ça quand? Ils réparent ça quand? On construit une démocratie sur le sang des innocents? Ils ont esclavagisé des millions de Noirs. Ils réparent ça quand? On construit une soi-disant démocratie sur l'exploitation des hommes? Où sont les réparations? Et quant au traitement que l'État américain, notamment la police, réserve aux minorités noires, latinos, indiennes aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas enseigner la morale. Les États-Unis ne peuvent enseigner la morale à personne dans le monde. Je prends seulement leur politique intérieure. C'est une politique remplie de scandales. Les Noirs américains ne sont pas libres. Les Indiens américains ne sont pas libres. Les Latinos américains ne sont pas libres. Les crimes crapules et crapuleux de la police, s'accomplissent d'année en année, et cela depuis le temps de la traite négrière. Alors, si on sort des États-Unis pour s'intéresser à toutes les guerres illégales dont parle Daniel Ganser dans son beau livre, les guerres secrètes que les États-Unis, notamment avec leur fameuse alliance de l'OTAN, ont organisées à travers le monde. Si on regarde tous les crimes, tous les actes de barbarie, de l'usage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, aux guerres de Serbie, de Libye, du Vietnam, aux guerres d'Amérique latine. Mais où est-ce que l'Amérique n'a pas semé la mort et la désolation?
Comment une puissance qui est coupable de tels crimes, comme le disait Mandela, peut-elle se permettre d'enseigner la démocratie? À qui peuvent-ils enseigner la démocratie? Moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, aucune autorité américaine ne peut m'apprendre la démocratie. Pour la raison toute simple que les États-Unis, comme puissance, ne respectent pas les principes démocratiques. Tu ne peux pas m'apprendre ce que tu ne pratiques pas. Tu ne peux pas m'apprendre ce que toi-même tu ne considères pas comme vrai. Ah, mais c'est comme le père qui tient un gros cigare dans la main et qui dit à son fils, fumer n'est pas bon. Non, mais si toi tu peux de temps en temps fumer un cigare, tu peux comprendre que ton fils de temps en temps fume une cigarette. Voici des gens qui, de la démocratie, n'ont que les mots, alors que dans la pratique, ce sont des barbares. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Monsieur de Nagui Bokcha, quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Vous êtes là? Monsieur Sarkozy, parce qu'apparemment, il vaut mieux que ce soit vous qui le disiez. Quand c'est moi qui le dis, oulala, Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Profitons du fait qu'ils n'aient pas encore attaqué mon gros ordinateur ce soir. Monsieur Sarkozy, témoignez. Quel est le président le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Hein? Quel est le continent le plus brutal, sauvage et barbare? Vous avez la parole, monsieur Sarkozy. Retrouvez vos marques préférées sur Privé by Zalando. Donnons-lui la parole, là. De vente privée en ligne où le style rencontre les promotions. Économisez jusqu'à 60% Donnons-lui la parole. sur les articles mode, premium et maison. Inscrivez-vous gratuitement et découvrez Privé. Donnons la parole à monsieur Sarkozy de Nagui Bokcha. Notre continent Oui. est brutal, Ok. sauvage, Ok. et peut verser dans la barbarie. Très bien. C'est pourquoi Voilà. nous avons décidé, enfin nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi? Sur le marché. Très bien. La paix en Europe est fondée sur le marché. Ah, l'argent. C'est l'argent qui Nos vous pays avance. avaient été ravagés par la guerre. Ouais. On a décidé de produire ensemble de l'acier et du charbon. Et de voler l'Afrique. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. Deuxième élément... Monsieur Sarkozy, vous pouvez vous taire, c'est bon. D'ailleurs, vous êtes un repris de justice, justement, pour vos actes de barbarie en Libye et l'escroquerie dont vous avez été coupable. Bon. Revenons à ce que je vous disais. Je suis en train de vous analyser les raisons. Voici des gens qui viennent enseigner la transition démocratique en Afrique alors qu'ils ne sont pas démocrates. Alors qu'ils sont la civilisation, selon leurs propres mots, la plus barbare. Mais qu'est-ce que les États-Unis qui ont pratiqué et qui sont bâtis sur la traite négrière, l'extermination des Indiens, qui aujourd'hui pratiquent une démocratie brinque-ballante, qui a donné les événements du Capitole, que tout le monde a vu, qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner? Après toutes les guerres illégales, après tous les grands massacres qu'ils ont commis au Japon, au Vietnam, en Somalie, en Serbie, en Libye, qu'est-ce que les États-Unis peuvent dire aux gens? Et ils viennent parler de démocratie au Niger en plus. Mais qui a bombardé la Libye pendant 6 mois, assassiné Kadhafi et armé Al-Qaïda et l'État islamique? Mais l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis. Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais? Vous avez déstabilisé le Niger. Parce que c'est vous qui avez détruit la Libye. Vous l'avez bombardé pendant 6 mois dans le cadre d'une guerre illégale, sans autorisation du droit international. Vous avez armé Al-Qaïda et l'État islamique en Libye. C'est vous qui êtes coupable de la déstabilisation du Niger. Les terroristes ont été armés par vous, OTAN. États-Unis, France, Grande-Bretagne, notamment. Comment pouvez-vous vous présenter devant les Africains et leur parler de démocratie, alors qu'on sait que vous êtes les puissances parraines des terroristes qui ensanglantent l'Afrique? On me demandera tout naturellement quelles sont les preuves de ce que je dis. Et je dirais, première preuve, les emails de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton révélés par le scandale Wikileaks grâce au lanceur d'alerte Julian Assange. Ces emails ont montré que les États-Unis d'Amérique ont bombardé la Libye et assassiné Kadhafi parce que celui-ci se préparait à créer une monnaie continentale africaine, dinar-or, qui aurait permis de libérer l'Afrique de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit en noir sur blanc, eh bien, dans les emails révélés de Madame Clinton. D'accord? C'est écrit en noir sur blanc. Voilà une preuve. Et puis, je vous informe que je possède une documentation américaine très intéressante. Je cite simplement ici le livre de Peter Hoekstra.
intitulé The Architects of Disaster, les architectes du désastre, dans lequel Hoekstra, un ancien sénateur américain, reconstitue les responsabilités américaines dans la déstabilisation de l'Afrique, la destruction de la Libye et tout ce qu'on observe aujourd'hui. Voici une puissance pompière pyromane qui a détruit la Libye, l'a bombardée pendant 6 mois, en association avec la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de Cameroun. Obama s'est même fait avertir par l'ancien chef d'État nigérien, Mahamadou Issoufou, ici à Deauville, à 100 km de ma position. Issoufou lui a dit, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama a dit à Issoufou, nous allons finir le job. No, we will finish the job. Comment la puissance américaine peut venir enseigner la démocratie au Niger, alors qu'elle sait que les Nigériens savent que c'est elle qui a fait venir Al-Qaïda et l'État islamique. En Libye d'abord, puis par la suite dans tout le Sahel. Est-ce que vous voyez à quel point c'est démoniaque ce que cette délégation de Mme Molefi et consorts sont venus faire? Est-ce que c'est normal? Pourquoi devons-nous accepter qu'on nous traite de cette façon? Tout le monde a vu la puissance américaine détruire la Libye. Tout le monde a vu assassiner Kadhafi. Tout le monde est au courant des révélations de Wikileaks et du contenu des emails de Mme Clinton qui incriminent la puissance américaine et qui montrent que ce n'est pas pour mettre fin à un génocide des Libyens par Kadhafi, un génocide imaginaire. Ce n'est pas non plus pour la soi-disant démocratie, qui est aussi rare en Libye que l'eau potable maintenant. Ce n'est pas pour cela. C'était plutôt pour empêcher que l'Afrique devienne souveraine. On le sait. Mais comment on peut faire une délégation américaine pour venir parler de démocratie aux gens? Prenons le deuxième sujet qui a été débattu. La coopération militaire. Et sur la question de la coopération militaire, le ministre, Djibo nous a beaucoup enseigné. Le gouvernement nigérien nous a appris beaucoup de choses ce soir sur cette coopération militaire. Écoutez, sur quoi est basée la coopération militaire? Nous avons eu un enseignement du gouvernement nigérien qui est extrêmement important. La coopération militaire entre le Niger et les États-Unis est basée en fait sur une note verbale, numéro 174, du 6 juillet 2012. Une note qui a été rédigée par le gouvernement américain. Et c'est dans cette note que les États-Unis se sont octroyés le droit d'installer des militaires et une base au Niger. Je recommence. Il n'y a pas eu à proprement parler un accord militaire entre le Niger et les États-Unis pour l'installation de la base militaire américaine d'Agadez, encore moins la base 501 de Niamey. Il n'y a que le seul document par lequel les Américains justifient leur présence militaire au Niger, c'est une note verbale, un document unilatéral, c'est-à-dire écrit uniquement par la partie américaine, qui a dicté au Niger par une note numéro 174 du 6 juillet 2012, ils ont dicté que désormais, ils auraient une base militaire au Niger, soi-disant pour combattre le terrorisme. Mais qui a installé le terrorisme en Libye? C'est eux. Et qui vient combattre le terrorisme au Niger? C'est encore eux. Je crie sur la colline et je viens répondre en bas. Est-ce que c'est acceptable? Cette note unilatérale est d'autant plus terrible que cette note octroie à la partie américaine des droits contraires, non seulement aux droits américains. Et j'inviterai les avocats de l'Afrique des libertés à se pencher sur ce dossier. Il faut voir si on ne peut pas porter plainte contre le gouvernement américain en droit américain. Je le demande en mondovision aux autorités nigériennes. Il faut voir si on ne peut pas porter plainte contre le gouvernement américain en droit américain d'abord. Parce que j'ai une certaine connaissance du droit américain à travers les avocats qui m'accompagnent dans l'épreuve depuis plusieurs années et ma propre curiosité intellectuelle. Est-ce que le droit américain n'aurait pas des dispositions qui interdisent au gouvernement américain d'imposer la présence de l'armée américaine sans un accord? C'est-à-dire un document qui a été paraphé par l'Assemblée nationale du pays où la base militaire américaine s'installe. Il n'y a eu aucun accord de coopération formel, c'est-à-dire un accord ratifié par le Parlement, conformément à la loi nigérienne. L'armée américaine est présente sur le sol du Niger sur la base de sa seule et unilatérale décision, sur la base d'une injonction et d'une intimidation impérialiste. Voilà la première information que nous avons. Mais écoutez,
Il y a pire derrière. Le gouvernement nigérien nous apprend que l'armée américaine fait payer au gouvernement nigérien les factures des avions américains qui entrent au Niger. Astaghfirullah. 1, tu occupes mon pays sans mon accord. De 2, je paye les factures, les frais fiscaux de tes avions qui entrent dans mon pays. C'est pas possible. On nous dit que le Niger est un pays pauvre. Mais comment un pays supposément pauvre peut-il payer les factures pour un pays riche? Supposément. Je recommence. Des milliards de francs CFA sont payés depuis 2012 par l'État du Niger en guise de facture pour les avions américains circulant au Niger. C'est-à-dire que quand les avions américains entrent au Niger, c'est le Niger qui doit payer les frais fiscaux de ces avions. Du jamais vu. Un pays qui est aujourd'hui l'une des puissances à la tête du monde. On le présente d'ailleurs comme encore pour quelque temps la première puissance du monde. Qui fait payer ses factures d'avion. Qui fait payer ses factures fiscales par un pays qu'il a classé pauvre. Au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Ça s'appelle de la sorcellerie. De la sorcellerie en plein jour. C'est du jamais vu. Ah bon? Donc le Niger n'est pas pauvre, puisque c'est le Niger qui paye. Oh non, c'est pas possible. C'est le Niger qui paye les factures des avions américains entrant au Niger. C'est-à-dire que tu viens chez moi, et c'est moi qui te nourris pour venir chez moi. Alors que je ne t'ai pas demandé de venir, je ne t'ai pas invité. Hein. Tu viens chez moi, tu me menaces, et maintenant, quand tu viens chez moi, c'est moi qui paye ton transport pour venir me menacer. Je paye ton transport pour venir m'imposer tes 4 volontés chez moi. C'est-à-dire que, en fait, tu as le beurre et l'argent du beurre. On apprend que la présence militaire américaine au Niger se fait sans partage de la moindre information sur les activités réelles de l'armée américaine au Niger. Donc l'armée américaine, les autorités nigériennes ne savent pas au jour le jour ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de sa base? Combien de trous elle a creusé? Combien de tunnels elle a dans le sol nigérien? Les autorités nigériennes n'en savent rien. Les autorités nigériennes ne savent même pas le nombre exact de militaires américains qu'il y a sur leur sol. Les autorités nigériennes ne savent même pas l'objectif des vols de drones, l'objectif des armes et la quantité d'armes que les États-Unis ont introduit dans leur sol. Comment peut-on continuer à accepter cela? Comment veut-on que le peuple africain vive s'il faut que nous ayons eu à la tête de nos États des dirigeants qui ont accepté ce type d'ignominie? Comment peut-on dire qu'on est un dirigeant africain et avoir laissé depuis 2012 une telle situation régner au Niger? Ce soir, je suis blessé. Je suis choqué, je suis scandalisé et j'aimerais que vous ayez une pensée pieuse pour les Africains morts en raison de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Qui sont ces Africains qui se sont permis, depuis 2012, de laisser l'armée américaine s'installer à ces conditions sur notre terre? Le CNSP est arrivé en 2023. Il n'a même pas encore fait 1 an au pouvoir. Et regardez les transformations que les dignes et véritables fils du Niger sont en train d'accomplir. Ils n'ont même pas encore 1 an au pouvoir. Ils sont arrivés le 26 juillet. 26 juillet. On n'est pas encore le 26 juillet 2024. Ils sont arrivés le 26 juillet 2023. Regardez ce qu'ils accomplissent uniquement par amour et par détermination pour leur pays. Pour le peuple africain du Niger. Mais il y a des gens qui ont gouverné le Niger depuis 2012 jusqu'en 2023 et qui ont accepté ça. Que l'armée américaine fasse payer ses factures par le gouvernement nigérien, par l'État nigérien. Que l'armée américaine ne donne aucune information sur ses activités militaires sur le sol nigérien. Que l'armée américaine n'informe pas les autorités nigériennes sur le nombre exact de soldats qu'elle possède, la nature des armes qu'elle possède dans le sol nigérien, les dispositifs qu'elle a installés dans le sol nigérien.
que l'armée américaine aille même jusqu'à faire voler sur le territoire nigérien des aéronefs sans autorisation, se comportant littéralement comme si le Niger était la cour du roi Péto. Mieux, ce soir, des vérités essentielles ont été dites. Le porte-parole du gouvernement nigérien nous informe que dans leur note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012, les Américains se sont réservés le droit de ne pas se faire imposer la participation à la lutte antiterroriste par la partie nigérienne. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation de participer à la lutte antiterroriste. La note verbale qu'ils ont rédigée, unilatéralement, ne prévoit pas que le gouvernement nigérien les appelle à participer à la lutte antiterroriste. Ça dépend de leurs humeurs. S'il y a un terroriste qui ne leur plaît pas, bon, ils peuvent le dégommer s'ils veulent. S'il y a un terroriste qui leur plaît, ben, ils le laissent passer. Voilà ce qu'ils ont écrit. Que le gouvernement nigérien ne pouvait pas leur imposer quoi que ce soit en termes de participation à la lutte antiterroriste. La raison étant toute simple. Les terroristes qui attaquent le Niger, le Mali et le Burkina sont exactement les mêmes qui, en association avec l'OTAN, donc les États-Unis, ont détruit la Libye. Donc les États-Unis parrainent toutes ces organisations terroristes et se sont réservés dans leur note verbale le droit de ne même pas se faire une remarque par le gouvernement nigérien. Ça fait beaucoup. Contrainte de facture, absence d'informations sur les activités militaires réelles, ignorance des effectifs et des armes dont les États-Unis disposent sur le sol nigérien, aucune obligation d'appui au Niger dans la lutte antiterroriste. Et c'est dans ces conditions que pour imposer leur pseudo-démocratie, la partie américaine a annoncé qu'elle arrêtait toute coopération avec le Niger. Le gouvernement nigérien fait remarquer que la conséquence immédiate de tout ceci aurait été que, arrêtant toute coopération militaire, économique avec le Niger, il aurait fallu que l'armée américaine se retirât. Mais voilà des gens qui disent « je ne coopère plus avec vous », mais qui restent dans votre sol. C'est bizarre, hein? Ça ne vous rappelle pas une autre armée, au Mali cette fois-ci? En plein Mali, l'armée française décréta qu'elle ne coopérait plus avec les autorités maliennes. Vous êtes dans le pays des gens, avec vos soldats, vous dites que vous ne coopérez plus avec le pays. Mais est-ce que c'est votre pays? Voilà les Américains, ils ont arrêté toute coopération militaire avec le Niger, mais ils ont des militaires au Niger. De quel droit? De quel droit avez-vous une armée dans un pays étranger en refusant de coopérer avec les autorités étatiques de ce pays? Peu importe la manière dont ces autorités exercent le pouvoir, ce n'est pas votre affaire. Nous avons beaucoup appris. Mais nous avons appris des choses encore plus alarmantes. À savoir que la délégation conduite par Mme Molifi a ouvertement menacé les autorités nigériennes à propos d'autre chose. À propos de quoi? Là, on passe au troisième sujet. C'est l'orientation diplomatique et stratégique de la coopération internationale, à la fois militaire, économique, la coopération diplomatique du Niger. La délégation américaine est venue interdire au Niger de choisir librement ses partenaires internationaux. Et en particulier, Mme Molifi et ses compagnons sont venus dire au Niger qu'il serait puni, qu'il serait frappé sévèrement s'il envisageait de continuer, de consolider, de renforcer sa coopération avec deux pays, la Russie du président Vladimir Vladimirovitch Poutine et l'Iran des ayatollahs. Vous voyez des gens, ils prennent leur avion dans leur pays, ils vont dans le pays des gens pour leur dire avec qui ils doivent avoir des relations sur la terre. Mais Mme Molifi a encore plus inquiété et alarmé l'Afrique, puisqu'elle a suggéré que le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran. Une accusation pernicieuse, sibylline et diabolique, dont je voudrais vous donner la signification. L'uranium est une matière première stratégique de très grande importance. C'est une matière première qui permet, entre autres, de fabriquer des armes nucléaires. C'est une matière première qui permet de faire fonctionner aussi les centrales nucléaires à électricité, comme celles que nous avons, par exemple, en France. Donc, c'est une matière première hautement stratégique. Je vous ai toujours raconté une histoire brève de l'uranium africain. Et je vous ai dit que la richesse de l'Afrique
a toujours été le fondement des plans les plus sordides pour la détruire. Il y a un courrier très célèbre qui date du 2 août 1939, écrit par Albert Einstein, à l'adresse du président Franklin Delano Roosevelt. Ce courrier a été rapporté dans ce très beau livre de... Il a été rapporté dans ce très beau livre de Madame Susan Williams. Spies in the Congo, America's Atomic Mission in World War II. Espions au Congo, la mission atomique américaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce livre, la docteure Susan Williams, qui a fait un formidable travail, rapporte que Einstein, fraîchement débarqué d'ailleurs aux États-Unis après avoir fui les nazis en Allemagne, qui voulaient l'éliminer en tant que juif, écrit un courrier stratégique important au président américain Roosevelt pour lui dire que les Russes sont en passe de développer l'arme atomique, mais que les nazis allemands aussi sont en passe de la développer, et qu'il est important que les États-Unis mettent la main sur la plus importante réserve d'uranium connue au monde, celle de la République du Congo, qui s'appelait alors le Congo belge. Einstein dit qu'il est de la plus grande importance pour les États-Unis d'empêcher que les peuples africains du Congo, qui sont détenteurs de la plus grande réserve d'uranium connue alors, en soient les gestionnaires. C'est ce que Einstein écrit. Donc, dans la doctrine africaine des États-Unis, il a été prévu de très longue date qu'aucun pays africain ne soit le contrôleur de ces matières premières stratégiques. À partir de cette perspective longue, vous comprenez l'insinuation de Mme Molifi rapportée par le gouvernement nigérien. Mme Molifi, en prétendant que le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran, veut dire que le Niger veut aider l'Iran à posséder l'arme nucléaire. Et ainsi, veut remplir l'un des critères du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que lorsqu'il serait établi qu'un pays, un gouvernement, un État, mène des activités de nature à nuire à la paix et à la sécurité internationale, alors on peut l'attaquer militairement. Vous savez, le terrible chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de juin 1945 à 45 à San Francisco, ce chapitre est terrible. C'est un chapitre qui a servi de prétexte à beaucoup d'agressions militaires américaines. Les États-Unis n'ont même pas forcément attendu qu'une résolution pertinente du Conseil de sécurité, votée sans veto, qu'une telle résolution ait lieu. Eux, ils se précipitent pour inventer des accusations mensongères contre les pays qu'ils veulent attaquer. Le Niger souligne ici que l'insinuation de Mme Molifi, selon laquelle le Niger vendrait de l'uranium, donnerait de l'uranium à l'Iran, a pour but d'accuser le Niger d'être un fauteur de troubles à la paix et à la sécurité internationale. Bref, d'accuser le Niger d'être responsable de l'éventuelle arme nucléaire que détiendrait l'Iran. Mieux, ainsi on pourrait établir les conditions dans lesquelles une agression délibérée de l'armée américaine contre le Niger serait perçue comme légitime dans la fameuse communauté internationale occidentale. Vous avez compris? Or, le gouvernement nigérien fait utilement remarquer que jusqu'à l'instant où je vous parle, il y a une seule puissance qui exploite tout l'uranium du Niger. Elle s'appelle la France. Jusqu'à l'instant où je vous parle, l'exploitation de l'uranium nigérien est l'affaire exclusive de la puissance française, qui bénéficie, pour quelque temps encore je crois, d'un accord d'exploitation qui lui accordait 65 ans d'exploitation de l'uranium nigérien, sans contrôle. 65 ans. J'ai connaissance d'un accord scélérat qu'ils ont obtenu et qui mérite d'être dénoncé. Mais en tout cas, l'information importante, c'est que l'uranium du Niger est exploité uniquement par la France. Donc, lorsque vous vous permettez de dire que le Niger vendrait ou céderait de l'uranium à l'Iran, vous devriez avoir le courage, vous, Américains, d'accuser la France. Parce que jusqu'à l'instant où nous parlons, c'est la France qui est la seule puissance exploitant l'uranium au Niger, notamment à travers son groupe Orano, ancien Areva. Donc, le gouvernement nigérien a bien vu que derrière cette accusation de Mme Molifi, il y avait le projet de mettre en état la communauté internationale occidentale de cautionner une agression militaire sur le modèle de celles qui ont été perpétrées justement lors de la deuxième guerre de Libye
lors de la deuxième guerre d'Irak, et même contre la Libye. Le gouvernement nigérien rappelle que c'est sur la base d'une accusation mensongère du même genre. Le secrétaire d'État Colin Powell, à la défense des États-Unis, était apparu à la télévision. Le secrétaire d'État Colin Powell était apparu à la télévision. Il était apparu en Mondovision aux Nations Unies et il tenait une fausse fiole en main en disant que c'était les armes de destruction massive de l'Irak. Et le Niger qui applique la consigne du Saint-Coran, qui dit que le rappel sauve l'âme, le Niger se souvient que le nom du Niger avait même été cité à l'époque, en 2003. Lorsque les États-Unis ont menti par la bouche de Colin Powell, en prétendant que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, ils avaient ajouté un mensonge non moins odieux et abominable, à savoir que c'est le Niger, sous, je crois, le président Tandja Mamadou, que le Niger aurait vendu de l'uranium à Saddam Hussein, pour que Saddam Hussein prépare ses armes de destruction massive. Vous voyez le mensonge? Vous voyez le mensonge américain? Ça ne date pas d'aujourd'hui contre le Niger. C'est le même mensonge dont Mme Molefi se serait faite porteuse. Elle s'est tenue devant les autorités nigériennes, gonflée de colère, enfiévrée de colère, et elle a dit « Mais nous sommes au courant que vous êtes en train de vendre de l'uranium à l'Iran pour que l'Iran fasse son arme atomique et nous attaque. » Exactement le même raisonnement. Mensonger, fallacieux, abominable, démoniaque, qui a permis aux États-Unis d'attaquer l'Irak, de détruire l'Irak, au motif que l'Irak détenait des armes de destruction massive qui jamais n'ont été avérées. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours en terre africaine du Niger? Est-ce que vous mesurez que c'est la vie de millions d'Africains qui est en jeu? Est-ce que vous mesurez que c'est la vie de toute l'Afrique noire qui est menacée par cette attitude belliqueuse, mensongère, manipulatrice, arrogante, cette attitude agressive et fallacieuse de la puissance américaine? Est-ce que vous mesurez? Parce qu'il s'agit, à travers les propos que Mme Molefi a tenus, de tenter de légitimer une agression américaine, dans le cadre de ce qu'ils appellent la doctrine du preventive war, la guerre préventive. Les Américains, depuis plusieurs années, se réservent le droit d'attaquer un pays, même si ce pays ne les a pas attaqués. Et il suffit qu'eux, ils imaginent que ce pays aurait l'intention de les attaquer. Alors, ils l'attaquent préventivement. C'est ce qu'ils appellent la doctrine du preventive war, la doctrine de la guerre préventive. C'est cette doctrine qu'ils veulent appliquer au Niger. Ils veulent se donner un alibi, un prétexte pour attaquer sauvagement le Niger. Et comme ils savent que le Niger est en alliance avec le Burkina Faso et le Mali, il s'agit de la volonté d'attaquer sauvagement l'alliance des États du Sahel pour empêcher que cette alliance mette fin à leur plan de recolonisation du continent. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pourquoi les Américains se font-ils menaçants? La raison est toute simple. La création de l'alliance des États du Sahel coupe la voie au plan américain de recolonisation de l'Afrique. Le plan américain de recolonisation de l'Afrique a été fait sur la base de la théorie des dominos. On détruit la Libye, on arme Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique déstabilisent tout le Sahel. Ainsi, on fait descendre les troupes américaines sur tout le Sahel. Ensuite, on envoie Al-Qaïda et l'État islamique sur le golfe de Guinée. Ils déstabilisent le golfe de Guinée. Ensuite, on fait descendre les troupes américaines sur le golfe de Guinée. On fait descendre Al-Qaïda et l'État islamique en Afrique de l'Est. D'ailleurs, ils sont déjà au Mozambique. Ils déstabilisent toute l'Afrique de l'Est. Et bien sûr, déjà au Congo, Kinshasa, ils opèrent les terroristes à travers le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Et on repositionne l'armée otanienne, et notamment donc américaine, sur l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique centrale. Et on continue jusqu'en Afrique du Sud. Donc en fait, il y a un plan, sur la base de la théorie des dominos, mis en place par l'OTAN, et notamment les Américains, pour repositionner leur base militaire sur tout le continent. C'est comme ça qu'ils ont 10 000 hommes maintenant en Afrique. Or, ce plan est contrecarré par la naissance de cette alliance. L'alliance de l'AES, c'est un immense coup de balafre infligé au plan américain de recolonisation du continent et qui coupe littéralement la stratégie américaine en deux. Il y a les troupes américaines en Libye, au Maroc, en Égypte, et maintenant il y a le Sahel qui est comme une barrière, le Sahel qui est comme la forteresse avancée de l'Afrique noire.
Le Sahel qui est comme le mur de défense de l'Afrique noire, le Sahel coupe le dispositif américain en deux. Voilà ce qui les rend fous. Voilà pourquoi ils ont déplacé le commandant de l'Africom, déplacé le vice-ministre de la Défense, déplacé leur soi-disant ministre des Affaires africaines. Vous comprenez? Ils sont vraiment venus menacer parce que c'est tout le plan qui a été mis en place par Obama. Quand Obama disait « We will finish the job », il parlait exactement de ça. Quel était le job? Il s'agissait d'imposer une déstabilisation structurelle à tout le continent africain pour imposer les camps militaires de l'OTAN du nord au sud de l'Afrique. Et ainsi, avoir la mainmise éternelle sur les matières premières stratégiques de la terre de nos pères et de nos mères. Les Africains doivent comprendre cela. Et on doit l'expliquer de l'école primaire à l'université. On doit l'expliquer de la campagne à la ville. On doit l'expliquer du continent aux diasporas. Le plan de recolonisation occidentale de l'Afrique, chapeauté par l'OTAN, est remis en cause par la construction de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est un obstacle. C'est la muraille d'Afrique, construite pour défendre la civilisation négro-africaine. Voilà pourquoi cette alliance est la prunelle de nos yeux. Tout Africain instruit, tout Africain averti défendra l'AES. Parce que l'AES, c'est la condition pour la relève, pour la renaissance africaine. C'est le mur, c'est le grand mur stratégique, c'est la grande barrière stratégique pour protéger l'écosystème négro-africain et permettre la réémergence d'une grande puissance négro-africaine mondiale. L'AES, c'est la molécule centrale. L'AES, c'est la molécule centrale de la renaissance africaine aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont déplacé cette délégation pour menacer l'AES. Et donc, on prend le troisième sujet, sur lequel je commente encore. Madame Molifi et sa délégation disent qu'on n'a pas le droit de coopérer avec la Russie. Vous êtes au courant? Je suis traduit en conseil de discipline le 17 avril 2024 en France par Madame la rectrice de l'Académie de Normandie, au motif que je suis allé en Russie en visite humanitaire, en visite médicale et scientifique. Elle considère que c'est un acte de déloyauté envers l'État français. On n'a pas le droit, quand on est un Africain de France, on n'a pas le droit d'aller en Russie pour des raisons humanitaires ou scientifiques. On n'a pas le droit. Le discours qui est tenu contre moi, ici en France, parce que Mme Gavini-Chevet, rectrice de l'Académie de Normandie, agit sous les ordres de M. Macron. Elle est le bras armé du pouvoir politique français pour me persécuter depuis 2021. Mais c'est cela qu'on applique en grandeur nature au Niger. Toute une délégation américaine vient dire aux Nigériens, vous n'avez pas le droit de marcher avec les Iraniens, vous n'avez pas le droit de marcher avec les Russes, alors que nous étions au monde avant les Américains. L'Afrique existe avant les États-Unis. La civilisation négro-africaine existe avant la civilisation occidentale. La politique se faisait en Afrique avant la naissance des États-Unis. Les États-Unis naissent quand? Autour du 16e, 17e siècle. Ils commencent leur construction. Les grands empires africains avaient déjà existé pendant des millénaires. De quel droit ces gens-là peuvent venir sur le continent le plus ancien de la Terre, s'adresser aux descendants de la civilisation la plus ancienne de la Terre, pour leur dire avec qui marcher sur la Terre? Le problème qu'on me pose en France, c'est le problème qu'on pose au Niger. À mon petit niveau, c'est un problème qu'on pose pour m'écraser parce que je suis un intellectuel de l'émancipation africaine. Mais au niveau politique continental, c'est ce problème qu'on veut poser à l'AES. On veut brimer l'AES, empêcher l'AES de regarder le monde tel qu'il est, de se déployer librement dans le monde multipolaire. De la même façon qu'on veut traiter les Africains en Europe, aux États-Unis, comme étant des captifs, qui dans le monde ne doivent aller que là où des oligarques blancs qui dominent l'Occident pour quelque temps encore, leur donnent la permission d'aller. Est-ce que vous comprenez que c'est la même structure raciale qui détermine l'attitude, la condescendance, le mépris des dirigeants américains envers les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel? C'est ce mépris que nous subissons individuellement, nous Africains, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, dès lors que nous exprimons simplement notre liberté de penser. Est-ce que vous avez compris que notre souveraineté individuelle en tant qu'Africains est en rapport avec notre souveraineté collective en tant que peuples africains, en tant que pays africains?
et que notre souveraineté individuelle ne sera jamais pleinement protégée et respectée tant que notre souveraineté collective ne le sera pas. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que maintenant c'est évident? Est-ce que c'est clair pour vous, mes chers amis? Vous êtes maintenant près de 14 000 personnes, hein, près de, oui, 13 000 à 14 000 personnes en direct de cette émission. Plus de 9 000 sur YouTube, près de 2 000 sur Facebook et près de 1 500 sur TikTok. Continuez à diffuser cette émission. Continuez à la partager. Ce sont les vérités qui libèrent, qui se disent ici. Et merci à celles et ceux qui continuent à prendre des abonnements spéciaux sur nos chaînes pour soutenir notre ministère de la vérité et justice. Donc, le CNSP a utilement rejeté les allégations mensongères de la délégation américaine. Il n'y a pas d'accord secret, d'accord caché entre le Niger et la Russie. Il n'y a pas d'accord secret, d'accord caché entre le Niger et l'Iran. Tous les accords entre le Niger, la Russie, le Niger et l'Iran qui ont été passés sous le CNSP existent en toute transparence devant le peuple nigérien. Au demeurant, ce n'est pas l'affaire des États-Unis. Qui se mêle des accords secrets américains? Qui fouine dans les accords secrets américains? À qui les États-Unis permettraient de se mêler de leurs affaires secrètes? On voit déjà comment ils ont traité les simples lanceurs d'alerte qui ont sorti certains documents confidentiels défense. Comment traiterait-il alors quelqu'un qui oserait tenter d'entrer dans leurs affaires secrètes? Mais les voici, accusant le Niger d'avoir des accords secrets avec la Russie ou l'Iran. Ce qui n'est déjà pas leur affaire. Et en plus qui n'est pas fondé. Ce soir, le gouvernement nigérien nous a pleinement édifiés. Dans ces conditions, la décision qui a été solennellement annoncée par le gouvernement du Niger, à travers son porte-parole, le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, le colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo, c'est une décision logique. La dénonciation avec effet immédiat de la fameuse note verbale qui faisait office d'accord, numéro 174 du 6 juillet 2012, dénonciation avec effet immédiat. J'ai noté les mots de cet accord, laquelle dénonciation sera notifiée par correspondance diplomatique dans les heures qui suivent la déclaration. Commentons la décision. Que signifie la décision? La dénonciation avec effet immédiat signifie qu'à partir de cet instant, les militaires américains sont persona non grata sur le sol nigérien. J'ai consulté plusieurs juristes sur cette expression. Dénonciation avec effet immédiat. C'est-à-dire que maintenant, il n'est que question d'un petit calendrier de retrait. La correspondance diplomatique qui va accompagner cette dénonciation avec effet immédiat va indiquer les modalités de retrait du sol nigérien et bien des troupes militaires américaines. La dénonciation avec effet immédiat signifie que toute personne qui est présente sur le sol nigérien, en vertu de la note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012, doit plier bagage. La dénonciation avec effet immédiat signifie que la base américaine d'Agadez est fermée. Et que tous ceux qui occupent cette base doivent d'ores et déjà commencer à préparer leurs bagages pour quitter le Niger. La dénonciation avec effet immédiat signifie que le Niger décide d'assumer en toute et entière responsabilité la responsabilité de la sécurité et de la paix sur la totalité de son territoire. La dénonciation avec effet immédiat signifie que les déplacements militaires américains sur le sol nigérien désormais vont être encadrés par la loi nigérienne. La dénonciation avec effet immédiat signifie que les véritables alliés du Niger vont aider le Niger
à faire respecter sa souveraineté sur son sol contre les violations de cette interdiction. Ça veut dire quoi? On connaît la propension interventionniste des Américains. On connaît leur propension à la violence arbitraire et délibérée, puisqu'ils ne sont pas jugés à la Cour internationale de justice, ils ne sont pas jugés à la Cour pénale internationale, ils refusent que leurs citoyens, qu'ils soient militaires ou civils, soient jugés par qui que ce soit. Mais on sait aussi que les Américains ne respectent sur la terre que le rapport de force. Quand le gouvernement nigérien dit qu'il dénonce avec effet immédiat l'accord, cela veut dire que le gouvernement nigérien appelle tous ses alliés, d'abord de l'Alliance des États du Sahel, à être solidaires de cette décision, donc à l'aider à l'appliquer, d'où la création de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel, dont l'une des missions est précisément de veiller à ce que les décisions des États souverains de l'Alliance soient respectées. Mais ça veut aussi dire que les grands alliés de l'Alliance des États du Sahel, respectueux de la souveraineté malienne, burkinabé et nigérienne, sont engagés par la décision qui a été prise ce 16 mars 2024 par les autorités du Niger. Donc on est à un tournant stratégique énorme. Vous avez observé la grande nervosité du président français envers la Russie, au motif que la Russie était en train d'affamer la France. Vous commencez à comprendre la signification de cette expression. Si pour le président français Macron, c'est la faute à la Russie si le carburant augmente en France, c'est la faute à la Russie si l'électricité augmente en France, ce qu'il veut dire par là, c'est que la France se prépare à ne plus pouvoir exploiter gratuitement l'uranium du Niger. Ce qui va impacter le prix de l'électricité en France, puisque une partie de l'électricité qui nous éclaire est faite avec l'uranium gratuitement ramassé au Niger depuis plusieurs décennies. Quand M. Macron se plaint du président Poutine en prétendant qu'il risque de provoquer une crise économique en France, les gens pensaient que c'était une affaire européenne. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est surtout parce que le président Poutine, en entrant dans une coopération de souverain à souverain, de Russie souveraine à Afrique souveraine, accompagne ses alliés dans la rupture des relations néocolonialistes. Et que des pays occidentaux qui ont bâti toute leur fortune sur l'exploitation gratuite de l'Afrique vont tout naturellement se retrouver en crise aiguë. C'est cela la conséquence de ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est la théorie des dominos à l'envers. Ils avaient mis en place un plan de l'OTAN pour nous recoloniser entièrement tout le continent. Mais le plan s'est renversé contre eux. Et le plan est en train plutôt d'aboutir à une décolonisation du continent. Mais la décolonisation du continent, ce sera un manque à gagner dans leur caisse. L'Occident se prépare à une immense récession. Et elle a commencé. Je vous rappelle que économiquement, la France est en récession. Et elle vit massivement à crédit. Donc, nous entrons dans une époque de grande turbulence. Nous entrons dans une époque de grande nervosité. Et elle se traduit par les passages à l'acte, par les brutalités, elle se traduit par les brimades, elle se traduit par l'arbitraire, qui est devenu maintenant le mode de vie ordinaire de plusieurs pays occidentaux comme la France. Mais ce qui est important ce soir, c'est de comprendre le degré de sérieux, de fidélité et de loyauté qui caractérise les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, et ce soir en particulier les dirigeants nigériens. J'ai dit et j'ai redit plusieurs fois qu'il fallait faire confiance au président Tiani et à ses compagnons. Que leur engagement aux côtés du peuple nigérien n'était pas un engagement pour le pouvoir personnel, pour la gloire personnelle, mais un engagement pour le bien commun du peuple nigérien et des peuples africains. J'ai dit ma conviction en eux. Ce soir, vous avez la confirmation. Je connais des Nigériens et des Nigériennes qui ne croyaient pas que le président Tiani et ses compagnons soient capables de demander aux États-Unis de retirer leurs militaires du sol du Niger. Je connais beaucoup d'Africaines et d'Africains qui disaient « Le président Tiani a été commandant de la garde présidentielle du président Issoufou et ensuite du président Bazoum, que c'était un homme du sérail
et qu'ils n'auraient jamais le courage de prendre ces décisions. Je connais beaucoup d'Africains qui se sont moqués des nouvelles autorités nigériennes parce qu'ils n'ont pas pris la peine de mesurer le degré de leur conviction, de leur engagement et la soudure fraternelle qui les lie à leur peuple. Maintenant, ce soir, qui peut douter de la volonté d'indépendance, de la détermination souveraine du peuple nigérien? Qui peut en douter? La grande puissance du monde occidental, les États-Unis d'Amérique, eh bien, se sont fait dire la vérité en face. L'accord de coopération est terminé. Vous vous retirez et nous vous adressons un courrier dans les prochaines heures pour vous expliquer comment vous vous retirez. Pour vous donner les délais, la procédure à respecter désormais sur notre sol. C'est fait. Alors, quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que les États-Unis vont chercher à punir le Niger. Je le dis parce que le peuple nigérien doit le savoir. L'impérialisme occidental n'a jamais supporté qu'on se libère de son joug. Il lui faut agiter le spectre de la violence et de la barbarie pour tenter de préserver in extremis les intérêts indus dont il jouissait. C'est sa manière inimitable de s'asseoir. Il est à prévoir donc que la puissance américaine cherche à favoriser les groupes terroristes du nord du Niger et notamment de la frontière libyenne et qu'elle cherche à favoriser une rébellion et des mouvements sécessionnistes à l'intérieur du territoire nigérien. Ça, c'est le premier point. Peuple nigérien, la bataille et la lutte d'indépendance ont véritablement commencé. Car la puissance américaine ne va pas se laisser dessoucher de cette façon. Je pense que tout naturellement, ils vont retirer leurs soldats. Mais ils vont les repositionner autour du Niger. Un peu comme a fait l'autre puissance néocoloniale. Qui ne veut pas quitter l'Afrique. Et qui va de pays en pays repositionner son dispositif en chien de faïence pour attaquer ceux qui lui ont demandé de partir. Les États-Unis ont une présence militaire en Libye. Ils ont une présence militaire au Tchad. Ils ont une présence militaire au Nigeria. Ils avaient une présence militaire au Nord Cameroun. Ils ont une présence militaire au Togo. Et ils ont une présence militaire au Bénin. Désormais, des officiers de l'armée américaine trônent au sein de l'état-major de l'armée ivoirienne. Ils ont une présence militaire au Sénégal. Ils ont une présence militaire au Soudan. Ils ont une présence militaire en Algérie. Ils ont une présence militaire en Égypte. Bref, le Niger est entouré de pays qui ont offert leur territoire aux troupes américaines. Il est donc à prévoir que si elles quittent, comme nous l'espérons, en apparence du moins pacifiquement, le Niger, elles vont se repositionner autour du Niger pour fomenter des rébellions, pour fomenter des agressions, pour fomenter des attaques terroristes, afin de faire payer au CNSP et au peuple nigérien l'audace de leur demander de se retirer de notre continent. Donc, il faut s'attendre à cela. Ne disons pas que nous ne savions pas. Nous savons que c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils ont fait partout où ils ont été amenés à partir. Partout, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir Al-Qaïda et l'État islamique contre Kadhafi. C'était pour cela, pour le punir. Parce qu'il leur a désobéi. D'accord? Ok. Deuxième élément. La Russie et la Chine ont bien compris qu'il ne faut plus laisser les Américains faire ce qu'ils veulent dans le sud global. Donc on va assister à un renforcement de l'alliance russo-nigérienne, de l'alliance sahélo-russe, à un renforcement de l'alliance sahélo-chinoise, un renforcement de l'alliance sahélo-iranienne, bref, tous les pays du sud global. Il faut maintenant que les dirigeants du Niger, les dirigeants du Sahel assument pleinement l'ancrage dans les BRICS, assument pleinement l'ancrage dans le monde multipolaire, assument pleinement l'ancrage dans les alliances défensives, géostratégiques et géopolitiques qui, justement, sont basées sur le principe de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme, qui, d'ailleurs, nous ont liés aux combattants du bloc de l'Est dans le XXe siècle, pendant les luttes anticoloniales africaines. Donc, le deuxième point, c'est le renforcement des alliances géostratégiques, des alliances économiques du monde multipolaire, et bien sûr, la consolidation de l'alliance État du Sahel. Il y a un troisième point qui est extrêmement important dans ce qui va se passer maintenant.
c'est qu'il faut continuer avec énergie le travail de conviction. Les souffrances que les peuples africains doivent endurer pour desserrer le joug américain sont des souffrances qui ne peuvent être endurées que si les gouvernements, les dirigeants continuent à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il est extrêmement important que le gouvernement du CNSP, le gouvernement du MPSR au Burkina, le gouvernement du CNT au Mali, renforcent leur travail de pédagogie des masses, se dotent de mouvements de masse pour éduquer les masses. Car la grande période de persécution, de harcèlement, de déstabilisation qui arrive sera d'autant mieux traversée qu'il y aura une cohésion toujours plus forte, toujours plus grandissante entre le peuple, l'armée et le gouvernement au Sahel. Bien sûr, vous avez compris que on ne pourra pas traverser cette époque-là en dépendant du franc CFA ou du dollar ou de l'euro. Vous comprenez pourquoi la naissance de la monnaie sahélienne est d'une importance stratégique. Parce qu'il faut littéralement leur couper les moyens de nous couper les vivres. En nous efforçant de créer les conditions de notre propre production de richesses et notamment les conditions du pilotage de nos propres échanges avec le monde multipolaire. Mes chers amis, ce soir, c'est un Niger nouveau, c'est une Afrique nouvelle qui ont émergé. Par la grande décision courageuse du 16 mars 2024, le gouvernement nigérien au nord, le peuple africain tout entier, le gouvernement nigérien répond positivement aux aspirations de son propre peuple. Les dirigeants nigériens augmentent massivement leur capital de confiance sur la terre et dans les cieux. Les tonneaux à cubage illimité des bénédictions ancestrales et divines se déversent actuellement sur le peuple nigérien et ses dirigeants bénis, sur le peuple malien et ses dirigeants bénis, sur le peuple burkinabé et ses dirigeants bénis, sur tous les peuples africains en lutte, sur toutes les Africaines et les Africains éveillés de tous les continents et sur tous les amis sincères, européens, américains et asiatiques de l'Afrique des libertés. Le 16 mars 2024 est un grand jour de lumière sur la terre. Des flots infinis venus des mondes spirituels se déversent aujourd'hui sur l'Afrique. Une énergie positive immense. Aujourd'hui campe dans les âmes, campe dans les corps, campe dans le territoire africain mondial. C'est à nous de savoir capter le sens de cette histoire, le sens de cette providence que les événements nous offrent afin de matérialiser les rêves les plus légitimes de nos ancêtres, nos rêves les plus légitimes et rendre possible ceux de ceux qui viendront après nous. Voilà en maintenant pratiquement 2 heures de temps l'économie de ce communiqué riche dont je ne peux avoir épuisé la totalité du sens, mais que je ne pouvais pas laisser passer incognito, car ce communiqué sera sans doute l'un des communiqués les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et on l'enseignera, ce communiqué du 16 mars 2024, on l'enseignera dans les meilleures écoles d'histoire, les meilleures écoles de diplomatie, les meilleures écoles de sciences politiques, de sociologie politique, du continent africain et je pense du monde. Parce que c'est un acte de libération. C'est un acte qui incarne l'audace africaine du XXIe siècle. C'est un acte qui incarne l'espérance. Et les dirigeants nigériens savent qu'ils n'ont pas mieux à faire que servir leur peuple. Ils savent que rien ne va être facile. Mais en leur âme et conscience, ils ont épousé la cause du peuple africain et ils méritent notre soutien.